Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais comme tu peux le voir d'après le décor, on ne va pas faire une balade en Giroroux, mais on va parler Giroroux, puisque je vais répondre aux questions qui m'ont été posées sur les réseaux sociaux, et parfois pendant que je me promène sur les routes, donc c'est parti pour une vidéo FAQ. Question numéro 1. Qu'est-ce que je mets dans mon sac à dos? Qu'est-ce que j'emmène avec moi sur les balades en Giroroux? Alors, pour ça, j'ai un sac à dos de randonnée, tout ce qu'il y a de plus classique, assez connu, d'une marque très implantée sur le territoire français. C'est un 30 litres, voilà, comme ça évite de mettre trop de trucs dedans et que ça pèse trop lourd. Donc voilà, un petit sac tout à fait normal, auquel j'ai ajouté un petit gadget extrêmement utile, qui est le klaxon. Suffisamment puissant pour réveiller les piétons les plus distraits par leur smartphone, c'est parfois très utile. À l'intérieur du sac, on va regarder ça ensemble tout de suite. Il y a une batterie pour la lampe frontale, donc ça c'est une batterie rechargeable au lithium. Il y a une powerbank, la powerbank c'est pour recharger le téléphone, la caméra, etc. Le charge doctor et les deux chargeurs, eux c'est pour recharger la roue. Alors je les trimballe pas toujours parce que ça pèse quand même relativement lourd, mais s'il y a besoin, je les ai avec moi et grâce au charge doctor, je peux mettre deux chargeurs dessus sur la roue et donc je charge 2 fois plus vite qu'avec un seul chargeur. Extrêmement pratique. De quoi éventuellement réparer la roue, donc un kit anti-crevaison, tout simple, voilà, truc de vélo, et une pompe avec une rallonge pour pouvoir regonfler la chambre à air si jamais je constate qu'il y a un petit peu trop d'air qui est sorti. Bon, ça arrive assez rarement, mais ça peut arriver, donc mieux vaut prévenir que guérir, ça pèse pas lourd. Un peu d'eau pour boire, toujours, ça c'est voilà, extrêmement utile. Des lunettes transparentes en plastique, ça c'est juste une protection contre les insectes les soirs d'été, pour ne pas se les prendre dans les yeux, et de quoi nettoyer les lunettes, ça marche aussi pour les lunettes de soleil bien sûr. Un couteau suisse, des barres de céréales, voilà, ça c'est si j'ai envie de manger, un petit encas. Des sous, les papiers indispensables, et le téléphone qui me permet d'enregistrer les parcours. On ajoute à ça un poncho de pluie, alors je le prends évidemment pas quand c'est plein soleil en plein été, mais voilà, quand ça commence à devenir un petit peu menaçant et que je suis pas complètement sûr de la météo, je peux prendre le petit poncho de pluie, ça me permet de me couvrir, et plus ou moins la roue avec, parce que c'est un gros truc très large. Et voilà, c'est à peu près tout. À ça, on va rajouter, selon le cas, de quoi pique-niquer, etc., selon ce que je prévois comme balade. Donc voilà le contenu du sac, rien de bien exceptionnel en fin de compte, désolé. Comment est-ce que je prépare mes itinéraires ? Alors les itinéraires sont effectivement préparés en avance, je les prépare généralement la veille. Pour ça, je fais un petit tour sur Google Maps, je choisis un point qui me semble intéressant, que je connais, voilà, un point touristique, un point de vue, n'importe quoi, autour duquel je vais construire un parcours en regardant en fait le réseau routier qu'il y a autour. Donc je vais essayer de trouver des petites routes qui me permettent de faire une boucle d'à peu près 50 km, puisque c'est à peu près la capacité de ma roue. Une fois que j'ai fait ça, je vais basculer sur une autre application qui est GeoVélo. Alors GeoVélo c'est une application mobile bien sûr, mais c'est aussi un site web qui fonctionne un petit peu comme Google Maps, mais dont le calcul des itinéraires va être optimisé pour le vélo. L'intérêt d'utiliser le site web plutôt que l'application, c'est que le site web permet de déclarer des étapes de parcours, donc je peux définir différents points de passage et GeoVélo va me calculer un itinéraire qui traverse les points dans l'ordre dans lesquels je les donne et bien adapté au vélo. Je me sers de ça en fait comme base de parcours, mais je ne me sers pas de l'application GeoVélo parce que pour une raison assez étrange, GeoVélo sur mon téléphone, qui est un peu vieillissant certes, bouffe la batterie à une vitesse incroyable. J'utilise la fonction d'exportation de parcours de GeoVélo du site geovélo.fr pour l'exporter en GPX que je recharge dans une application sur mon téléphone qui s'appelle Iphigénie. Donc c'est une application de cartographie en fait qui utilise non pas Google Maps ou un autre truc comme ça, mais vraiment les cartes IGN, donc ce sont les cartes du randonneur que les randonneurs connaissent très bien. Et qui propose notamment un mode hors connexion très pratique qui permet d'avoir la carte préchargée pour qu'on prépare un peu son parcours. Donc je me sers de ça pour afficher une trace, voilà, donc ça fait un suivi un peu à l'ancienne, il n'y a personne qui va me dire dans 150 mètres tourner à droite ou tourner à gauche, mais voilà, je suis cette trace là et je me sers en même temps de cette application pour enregistrer le parcours pour ensuite avoir les vraies statistiques de mon parcours sur ce tracé là, donc les vitesses, les altitudes, etc. Et donc c'est le deuxième point, les parcours, même si je les prépare en avance, je les découvre
en même temps que la caméra, donc en même temps que vous, puisque c'est des parcours que je n'ai jamais fait avant. Je les connais un petit peu de par la préparation, mais voilà, finalement, une fois confronté à la réalité du parcours, je ne sais pas plus que vous ce qui va se passer. Donc c'est de la découverte, et c'est ça que j'aime bien partager. Troisième question, en fait, ça va être une série de questions, tout ce qui concerne la gyroroue et ma pratique de la gyroroue, pourquoi j'ai une gyroroue, pourquoi j'en fais, comment je suis rentré là-dedans, les protections que j'ai, etc., etc. Donc je vais essayer de répondre à tout ça en une seule grande réponse. Alors pourquoi est-ce que je fais de la gyroroue ? Au départ, c'était une recherche complètement utilitaire. J'avais besoin d'un moyen de transport qui me désenclave, entre guillemets, du quartier où j'habitais, qui était très mal desservi par les transports en commun et où tout déplacement impliquait mécaniquement l'utilisation de la voiture. Notamment pour aller en centre-ville, c'est extrêmement pénible parce qu'en centre-ville, c'est compliqué de se garer et ça me déplaisait d'un point de vue personnel de prendre la voiture pour ça. Donc j'ai cherché un moyen alternatif de me déplacer qui me permette de me déplacer quand je veux, comme je veux, sans être crevé à l'arrivée aussi. Et je me suis orienté vers un Mini Pro, un Segway Mini Pro. Ça, c'était il y a 2 ans. Donc il m'a suivi fidèlement pendant 3000 km à peu près sur tous mes déplacements urbains. J'ai pu me déplacer sur mes répètes de musique, etc. etc. Il n'y a aucun problème, voilà, c'était super, super sympa. Mais au bout de 2 ans, j'ai envie de l'utiliser encore plus. Et le problème, c'est qu'il n'a qu'une autonomie relativement restreinte. Donc une fois qu'on traverse la ville et qu'on revient, et voilà, l'autonomie est finie. Donc j'ai cherché quelque chose avec plus d'autonomie en fait, et la roue est apparue comme voilà, le successeur de cette affaire-là. Mais ça a une autonomie plus grande, une vitesse aussi un peu plus grande. C'était pas forcément mon critère numéro 1, mais c'est vrai que c'est quand même agréable de pouvoir rouler à plus de 15 km/h, ça faut quand même reconnaître. Donc voilà, ça permettait d'allonger, on va dire, l'utilisation du véhicule électrique. Et c'est comme ça que j'ai fini par acheter une gyroroue. Alors pourquoi cette gyroroue-là et pas une autre ? Alors il y a une explication, alors je vais pas rentrer dans les grands détails, mais dans les grandes lignes, Gotway, j'en avais entendu parler comme une marque de roues plutôt robuste en fait. Voilà, c'est des roues un petit peu de bricoleur, quoi. Ils font pas trop dans les finitions, mais c'est des trucs qu'on peut ouvrir avec un tournevis classique, normal, on peut les réparer soi-même. Enfin voilà, c'est des roues. Voilà, on peut bricoler un petit peu dessus. Je trouvais ça plutôt rassurant de pouvoir m'occuper moi-même de ma propre machine. Et c'était plutôt des roues puissantes. En tout cas, c'est ce que j'en avais entendu. Donc Gotway m'a semblé une marque intéressante. Donc j'ai regardé un peu ce qu'ils proposaient. Et la Tesla, c'était une roue qui était plutôt esthétique dans leur gamme, sachant que généralement, ils ont quand même tendance à faire des belles grosses boîtes bien carrées. C'est pas vraiment les kings du design. Donc voilà, la Tesla m'a semblé intéressante déjà pour le visuel et surtout, bien plus que le visuel, sur l'aspect caractéristique, puisque c'était une roue avec une très belle autonomie, on est à 60-70 km, c'est quand même plutôt pas mal, un poids de 19 kg, une roue de 16 pouces, un petit trolley pour pouvoir la pousser quand il faut la pousser en ville, quand il y a trop de monde, ou voilà, qu'on est dans un centre commercial par exemple, on ne roule pas dans un centre commercial, on pousse sa roue. Donc voilà, elle était bien équipée pour la ville et permettait quand même de sortir aussi de la ville, donc elle avait un petit peu le meilleur des deux mondes. Et au moment où j'ai voulu l'acheter, j'ai fait un petit tour sur le Bon Coin, j'ai trouvé une super annonce, donc évidemment j'ai craqué direct, et puis j'ai pris la Gotway Tesla qui fait à peu près 70 km d'autonomie pour une vitesse max de 40-45 km/h, à utiliser avec précaution évidemment, il n'y a qu'une seule roue, si elle coupe, je vous laisse imaginer la suite. Ce qui m'amène donc à parler protection, puisqu'effectivement, sur une roue électrique, on n'a qu'un seul moteur qui vous maintient à la fois en équilibre et qui vous fait avancer. Les deux étant évidemment intimement liés. Donc, en cas de défaillance moteur ou en cas de nid de poule et le moteur n'est pas assez costaud pour vous sortir du nid de poule ou vous faites surprendre simplement et la roue ne repart pas assez vite et du coup vous passez par-dessus, enfin voilà, il peut se passer plein de choses, on tombe. Ça peut arriver, ça ne m'est jamais arrivé de tomber méchamment, ça m'est arrivé de tomber pendant l'apprentissage bien sûr, mais je me suis jamais fait mal. Mais voilà, ça peut arriver et pour ça il faut se protéger. Alors moi je me protège évidemment la tête, le casque, vous le voyez sur toutes les vidéos, j'ai toujours mon casque. Et ensuite j'adapte en fait selon le cas. Si je fais des parcours un peu plus bossus, un peu plus techniques, voilà, je peux mettre des protèges poignets, je peux mettre des coudières, des genouillères, ce que j'avais évidemment pendant la phase d'apprentissage. Si je fais plutôt de la ville tranquille sur des pistes cyclables, le casque suffit parce que globalement il n'y a pas grand risque, même si le risque zéro n'existe évidemment jamais.
Quand on débute, on peut même rajouter encore une protection supplémentaire qui semble un peu étrange, ce sont les protèges tibia. Pourquoi des protèges tibia? C'est simplement parce qu'on est stressé sur la roue et qu'on a tendance à la serrer avec les jambes pour ne pas qu'elle parte, ce qui est absolument pas ce qu'il faut faire. Mais c'est ce qu'on fait quand même, et du coup on se crame les tibias, ça fait super mal. Donc les protèges tibia permettent de répartir un petit peu la pression sur une plus grande surface et donc de ne pas avoir mal et de ne pas avoir à faire de pause d'une semaine entre chaque séance d'apprentissage. Là on n'apprendrait pas très vite. Ce qui m'amène à parler d'apprentissage de la roue. Alors, j'ai appris la roue il y a à peu près 4 mois. Avant ça, j'avais donc un Segway Mini Pro, ça ne m'a servi à rien, même si c'est effectivement le même principe de se maintenir en équilibre et de transférer son poids en avant, en arrière pour avancer ou reculer, mais ça se pilote vraiment de façon très différente. Donc la roue, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, ça nécessite quelques heures d'apprentissage, on va dire. Au bout de quelques heures, on est assez rapidement autonome dessus, on tient debout, on arrive à démarrer en se tenant sur un poteau ou une barrière, on arrive à rouler à peu près droit, à tourner à droite à gauche, pas trop serré, pas trop vite, puis au fur et à mesure, voilà, les choses s'améliore et on devient plus aisé dessus et les choses deviennent un petit peu des réflexes. Moi, ça m'a pris à peu près une semaine comme ça de séance d'apprentissage jusqu'à ma première sortie en ville. Autant dire que la première sortie en ville, quand même, on est un petit peu tendu parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en ville, donc on n'a pas envie de renverser quelqu'un ni de se renverser soi-même. Mais ça s'est très bien passé et partant de là, voilà, après on progresse et ça devient des automatismes. Question numéro 4, une petite question matérielle, mais cette fois-ci c'est le matériel vidéo dont il est question. Comment est-ce que je filme mes images, avec quel matériel, avec quelle caméra, etc. etc. Alors c'est relativement basique, mon setup est très simple, il est très léger en fait. J'ai un caméscope, c'est pas une GoPro, c'est un caméscope des familles, on va dire, tout ce qui est de plus caméscope, que j'utilise pour faire les images. J'ai un petit trépied de table qui me sert surtout de poignée en fait, pour pouvoir le tenir de façon ergonomique. Dessus, sur ce caméscope, j'ai un micro, un Rode, je sais plus trop quoi. Alors j'ai rajouté des petits poils derrière en plus parce que quand je roule, c'est ce côté-là qui attrape le vent, donc il faut quelque chose de très très efficace pour ne pas que ça fasse trop de bruit quand je roule, parce que sinon ça fait tout de suite un raffut pas possible, on comprend plus rien. Donc là ça marche bien, ça c'est la bonnette du Zoom en fait. Le Zoom c'est un enregistreur numérique, et ça c'est la petite bonnette qui va sur le micro, qui s'achète à part du micro, mais qui est prévue pour ce micro. Voilà, c'est à peu près tout pour la partie matérielle de la prise de vue, donc vous voyez que c'est pas vraiment exceptionnel. La deuxième partie, c'est la partie logicielle. Évidemment, tout ça, ça passe dans un logiciel de montage qui me sert à faire l'étalonnage, etc., la stabilisation quand il y en a besoin, et bien sûr de faire le montage, de rajouter les petits effets, les petits textes et toutes les petites bêtises qu'on peut voir de temps en temps, les petits machins qui explosent et tout ça. Tout ça, je le fais avec Final Cut Pro, qu'on peut voir derrière. D'ailleurs, c'est la FAQ qui est en train de se faire monter, donc voilà, je rajoute au fur et à mesure des questions. Donc voilà, c'est avec Final Cut sur Mac que je fais le montage. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là aujourd'hui pour les questions. Je crois que j'ai répondu à pas mal de choses. Alors c'est un petit peu en mélange, il faut aller chercher un petit peu les réponses aux questions que vous avez peut-être posées vous-même. S'il y en a certaines que j'ai pas abordées du tout, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Évidemment, comme d'habitude, si la vidéo vous a intéressé, laissez un petit pouce en l'air. Si elle vous a pas intéressé du tout, mettez 2 pouces en bas. Partagez-la, n'hésitez pas à interagir dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'essayer de répondre à vos questions si vous en avez, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui normalement devrait être, je vous dis pas quoi. Allez, à bientôt.